Si vous êtes en freelance, que vous avez des clients déjà un petit peu par bouche à oreille, mais que ça vous arrive d'avoir en début de mois la boule au ventre parce que vous ne savez pas vraiment d'où votre prochain client va venir, que vous en avez aussi marre d'avoir parfois des clients qui vous demandent toujours plus de retours sur les projets, des deadlines toujours plus courtes, qui se sentent un peu tout permis, et puis finalement que vous avez l'impression aussi d'avoir atteint peut-être un plafond de verre en vous disant, bah, en fait, je vois mon temps, mais mon temps, il n'est pas extensible, donc au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir aller bien plus loin. Alors, vous allez kiffer cette vidéo. Tout simplement parce que dans cette vidéo, on va voir comment passer de freelance un petit peu débordé ou plafonné à expert reconnu sur son secteur grâce à YouTube, qui attire des clients à lui, qui ont vraiment envie de travailler avec lui, qui vend de la valeur, qui vend plus son temps, et puis qui a une activité finalement structurée, rentable et très fun. Donc ça, c'est la promesse de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, quelques preuves qui me permettent de dire ça. En fait, moi, j'ai suivi exactement ce parcours-là. Donc, il y a 2 ans de ça maintenant, bah, j'étais justement un freelance sous l'eau. Et puis, bah, je trouvais mes clients en prospectant. Ça marchait, mais j'aimais pas ça fondamentalement. J'avais aussi des clients par bouche à oreille, mais il y avait toujours un petit peu cette incertitude de se dire, mais d'où viendra le prochain? Est-ce que peut-être tout va s'arrêter? C'est-à-dire que même quand je tournais bien, bah, j'avais quand même la peur que tout s'arrête. Et donc, du coup, cette peur, elle conduisait au fait que j'acceptais un petit peu toutes les opportunités pour aller prendre 500 euros par-ci, par-là, etc. Et donc, je travaillais toujours plus, mais au final, c'était pas si rentable, j'étais plafonné, c'était très fatigant, et puis j'étais plafonné à 6-8 000 euros maximum par mois de chiffre d'affaires, ce qui était déjà cool, mais ça ne me convenait pas par rapport au sacrifice que ça représentait. Par contre, du coup, quand j'ai mis en place la stratégie un petit peu de super freelance grâce à YouTube, que je vais vous présenter là dans cette vidéo, en fait, tout a été plus simple parce que du coup, d'un coup, j'attirais des clients à moi. J'avais plus besoin de prospecter en fait. Des clients qui avaient vraiment envie de travailler avec moi. Et puis des clients aussi très cool que vous avez peut-être d'ailleurs déjà vus sur Internet, comme Jérémy Coleman, Enzo Colucci, Alec Henry, Julien Musier, puis enfin des dizaines d'autres. Voilà. Donc, c'est cette méthode-là qui m'a globalement permis, en gros, au cours des derniers mois, des 12 derniers mois, de facturer 280 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires, et puis d'avoir aussi une chaîne YouTube qui rapporte 10 000 euros par mois environ sur les 4 derniers mois. Donc ça, c'est très cool. Et tout ça, c'est pour le côté pécunier, mais ce que là, je vous dis pas, c'est que ça a aussi permis de mettre en place une activité beaucoup plus fun à délivrer, où finalement, bah, en fait, on va déléguer les tâches qu'on n'a pas envie de faire, on garde que les tâches cool, on se sent reconnu par nos clients, ils ont vraiment envie de travailler avec nous, et puis il y a des vraies relations qui s'installent, et c'est en fait beaucoup plus agréable que quand on a des clients un petit peu voilà, qui viennent chercher un freelance et puis qui vont changer tous les 3 jours. Mais ça, on va en parler dans la vidéo. Et bon, tout ça, du coup, ces résultats-là, je les ai eus au prix de pas mal d'investissements, d'efforts. Donc, j'ai réalisé du coup des centaines de projets pour des dizaines de clients au cours des dernières années. Et puis, j'ai aussi investi 45 000 euros en coaching, mastermind, formation, etc. pour me former à maîtriser YouTube, mais aussi la vente et tout ce qui va autour du développement de l'activité. Euh, on n'est pas là pour parler beaucoup plus de moi que ça. On va parler de vous. On va voir maintenant qui est concerné par la méthode là, que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle est faite pour vous. Si vous êtes freelance, ce sera d'autant plus pertinent si vous êtes filmmaker, monteur vidéo, designer, ou enfin tous les métiers artistiques parce que c'est ceux que je connais le plus. Mais si vous êtes freelance, ça vous concerne aussi. Et puis si vous faites déjà à peu près 5 000 euros par mois avec votre activité, que vous êtes déjà un petit peu lancé et que vous voulez passer justement à l'étape supérieure grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, si vous avez envie en gros de passer de freelance à entrepreneur. Ça va pas forcément être fait pour vous si vous vous lancez tout juste, ça va peut-être arriver un peu tôt, mais je vais vous orienter dans ce cas-là vers une autre vidéo. Et puis si vous voulez pas créer de contenu sur Internet, bah, du coup, vous n'allez pas trop kiffer. Et si vous n'êtes pas prêt à changer vos habitudes, mais ça, je pense que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes dans un état d'esprit un peu de développement, etc. Donc c'est cool. Donc ça vous concerne. Si, bon bref, je passe là-dessus, on s'en fout. Si vraiment vous débutez, j'ai fait une autre vidéo qui vous intéressera beaucoup mieux, beaucoup plus, qui vous explique un peu comment aller trouver les premiers clients, comment développer votre activité au départ. Voilà, le lien sera dans la description. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer tout de suite sur la méthode. Donc c'est en fait une méthode en gros qui repose sur 3 piliers. Une offre basée sur la valeur et pas sur votre temps. Une stratégie YouTube d'expert qui attire une petite audience mais très quali qui va finalement devenir client et vous avez une petite chaîne comme ça un peu sous les radars mais par contre qui rapporte vraiment des clients et du chiffre d'affaires. Et puis une production structurée et systématisée pour finalement huiler un peu le truc,
que vous soyez plus un artisan, mais que vous ayez des gens qui vous aident et ne plus être toujours voilà, comme un hamster dans une roue. Donc, on va commencer par le premier pilier, l'offre basée sur la valeur. Donc là, en gros, ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que moi, le problème auquel je me suis heurté et auquel vous vous heurtez probablement, c'est le problème de l'acquisition client qui est instable, qui est imprévisible, qui n'est pas prédictible et donc qui est très stressante. Et en fait, ce problème-là, il est très probable que ce soit une conséquence du fait qu'aujourd'hui, vous vendez comme une commodité qui n'est pas attractive. Donc, une commodité, globalement, c'est en gros, vous vendez une prestation, mais qui est substituable par rapport aux autres acteurs du marché. Donc, dans le cas, par exemple, du freelancing vidéo, c'est genre, je vends juste de la captation vidéo au TJM, au jour homme, ou voilà. Et en fait, le problème avec ça, c'est que, d'une part, c'est substituable. Donc, en fait, entre un cadreur, un vidéaste freelance, cadreur et un autre, finalement, bon, il y en a un qui bosse peut-être mieux que l'autre, mais globalement, c'est à peu près similaire. Donc, en gros, il y a pas mal de clients qui achètent ça comme de la commodité et qui vont changer régulièrement de prestataire. Comme, j'ai le prestataire, un monteur, quelqu'un qui fait des miniatures YouTube, etc. Les gens vont changer facilement, en fait. Et puis là, ils vont trouver quelqu'un moins cher. Donc, ils vont dire, ah bah tiens, j'ai pris le mec moins cher, machin. Et en fait, parce qu'ils achètent ça comme une commodité, comme on achète, comme par exemple quand on va acheter de l'essence et que on va chercher le moins cher et qu'on s'en fout de où on l'achète, en gros, quoi. Ou alors l'électricité, il n'y a pas une électricité meilleure qu'une autre, voilà. Ça, c'est la commodité ultime. Mais du coup, le premier écueil, c'est de se vendre comme une commodité. Et le second, c'est d'être généraliste et pas attractif. Parce qu'en fait, si vous faites un petit peu de tout et que votre offre, globalement, c'est je suis vidéaste freelance et c'est tout, en fait, c'est pas plus attractif que ça, et on va voir justement comment pallier à ces deux problèmes-là, parce que c'est ces deux problèmes-là qui conduisent au fait d'avoir une acquisition client totalement instable, on n'attire pas bien les gens, et puis en plus, les gens, on les garde pas beaucoup avec nous, ou alors dans des deals où en fait, c'est pas la folie. Donc, en gros, les peurs qui peuvent intervenir à ce moment-là, c'est la peur de ne pas retrouver de clients, la peur de refuser des projets, la peur de dire non. Souvent on vend notre temps et puis on galère un petit peu avec la vente. Donc pour adresser tous ces points-là, le premier point c'est, on va dire, généraliste versus spécialiste. Et en fait, attendez, vous savez quoi? Hop, on va faire comme ça. Voilà, on va se la faire comme ça, ce sera plus simple. En gros, les 3 enjeux à mettre en place pour avoir une bonne offre value-based, c'est déjà d'avoir une offre d'expert. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes plus un exécutant généraliste, mais vous vous spécialisez et vous allez de plus en plus chercher à délivrer de la valeur en plus de l'exécution. Donc, je vais vous prendre mon exemple personnel. Au début, je faisais juste des vidéos. Puis, je me suis spécialisé vraiment sur YouTube. Et puis, j'ai ajouté la brique stratégie YouTube. Vu que je faisais plus que des projets YouTube, j'ai pu monter en compétences et en expertise sur comment on développe une chaîne YouTube. Et ça m'a permis de proposer à mes clients ensuite, non pas juste, OK, on fait du montage vidéo YouTube, par exemple, mais de proposer, en fait, on va t'accompagner à faire grossir ta chaîne YouTube en travaillant ta stratégie et le montage en fera partie. Mais en fait, c'est même pas ça que tu as acheté, tu as plus acheté l'accompagnement global clé en main. Et là, du coup, ça augmente la valeur parce que ce qui est délivré, c'est plus de l'exécution seule, c'est de la stratégie, du pilotage et de l'exécution. Et ça a beaucoup plus de valeur en fait. Et si ça a beaucoup plus de valeur et si on rapporte au temps passé, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable parce que c'est une expertise qui est plus rare et qui est demandée sur le marché, en fait. Donc, finalement, ça va être beaucoup plus facile à valoriser que juste la compétence montage, par exemple, ou cadrage, qui, elle, il y a un océan rouge, il y a beaucoup de concurrence dessus et elle a une valeur plus faible. Donc, c'est vraiment, en fait, à ce stade-là, c'est un changement de paradigme. On passe d'un mindset où on pensait comme un artisan, comme un artiste, à un mindset où on pense plus en termes business. Et dans les conversations qu'on a avec les clients et les prospects, on va beaucoup plus relier aux problématiques business notre service. Et on va aussi essayer de monter en compétence et d'augmenter la valeur d'un point de vue business pour le client. Donc, cette offre d'expert, la clé, je pense, pour avancer là-dessus, c'est de devenir expert. Et devenir expert, ça ne va pas se faire par magie
Et ça va d'autant moins se faire si vous êtes généraliste. Moi, quand je prenais des projets de partout, je faisais un peu d'Instagram, un peu de vidéos pour LinkedIn, un petit peu juste d'aftermovie, de corporate, un peu de YouTube, un peu de tout. Ben en fait, le problème, c'est que tu montes en compétence nulle part, en fait. Enfin, t'es moyen partout, mais t'es excellent nulle part, déjà. Et puis en plus, en termes de valeur perçue, bah, t'es le mec qui fait un peu de tout, donc t'es perçu comme un généraliste. Donc ça, c'est vraiment le truc de, ok, bah, en gros, si tu vas chez un chirurgien spécialiste pour une séance d'un truc hyper précis, ça va coûter 100 fois le prix d'une séance chez un médecin généraliste, et c'est normal. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, le premier pilier, je dirais que c'est choisir intentionnellement de se spécialiser. Vous n'êtes pas obligé au début d'un coup dire je fais plus que ça. Par contre, déjà dans la communication que vous faites au monde extérieur, vous pouvez ne communiquer plus que sur une verticale. Et déjà, ça va attirer déjà beaucoup plus de gens sur cette verticale-là. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a vraiment l'enjeu de vous spécialiser pour de vrai, commencer à dire non à des choses, même si ça fait peur. Et je sais que ça fait peur. Parce qu'en fait, c'est la peur de dire non qui vous empêche. C'est la peur, c'est un cercle vicieux parce que la peur de dire non vous fait prendre un peu de tout. Le fait de faire un peu de tout fait que vous courez toujours à droite à gauche et que vous montez en compétence nulle part, fait que du coup vous n'êtes pas expert et fait que du coup vous êtes obligé de dire oui à tout et que vous n'attirez pas, etc. Enfin, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, moi, l'enjeu là que je vous partage, c'est vraiment, ok, comment on se spécialise vite? Comment vite on commence à dire non à des trucs, même si ça fait peur? Parce que sur le court terme, peut-être que ça fait peur, mais sur le long terme, ça va être totalement gagnant. Et puis, comment on monte en compétence également sur le sujet. Et pour ça, il y a plein de manières. Par exemple, pour YouTube, bah, le plus simple pour monter en compétence sur YouTube, c'est de faire des vidéos YouTube, de faire votre chaîne YouTube. Et bah, je vous en parle juste après. Mais ça marche aussi dans tous les domaines. Il y a faire des vidéos YouTube, il y a regarder des podcasts, il y a acheter les meilleurs livres. Là, rien que si vous prenez votre sujet, vous allez sur Amazon, vous prenez le top 5 des livres, vous achetez les 5 meilleurs livres de votre catégorie pour les lire. Déjà, ça va aussi contribuer à ça. Il y a après aller faire des interviews d'autres experts de votre métier pour bah, justement vous nourrir de leur expérience. Et il y a globalement faire des projets bac à sable avec vos clients, avec des potentiels clients. Vous entraîner en fait. Et ça a de la valeur. Parce qu'au début, on est plus dans une phase d'apprentissage que dans une phase de... On est plus en learning phase que earning phase en gros. C'est genre apprendre beaucoup au début et après tout ça, ce sera valorisé, mais ça sert à rien de vouloir courir après le cash trop vite, je pense. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Il faut mieux courir après les compétences et ça nous le rendra de toute façon bien et ce sera récupéré, ce sera un bon investissement. Donc ça, c'est le premier point de la Love Value Base, c'est se spécialiser. Le deuxième point de l'offre value-based, c'est bah, si vous arrivez justement à mettre ça en place, vous allez vous positionner non pas comme un prestataire, mais comme un partenaire business pour votre client. Parce que, en fait, vous n'allez plus être juste le mec qui monte les vidéos ou la nana qui monte les vidéos ou qui fait le site web ou machin. Vous allez être la personne qui m'aide sur mes sujets de stratégie de contenu marketing, qui a fait l'effort de comprendre mes enjeux business, qui a compris, qui m'a fait des recommandations stratégiques sur mesure par rapport à ça, et puis qui me gère tout en mode clé en main. D'ailleurs, pour augmenter la valeur de ce que vous faites, il y a deux manières de faire. Si on reprend un peu l'équation de la valeur qui avait été popularisée par Hormozy, c'est soit vous augmentez les résultats qui sont amenés au client, soit vous diminuez l'effort et les coûts, les sacrifices que ça lui demande de travailler avec vous. Donc, exemple, pour le faire, bah, vous pouvez très bien, je vous donnerai un exemple de mes propres offres après, mais vous pouvez soit dire, bon bah ok, j'ai augmenté mon expertise pour lui faire avoir plus de résultats, soit vous pouvez dire, j'ai rendu le process, excusez-moi, tellement clé en main que ça lui demande plus aucune énergie de travailler avec moi. Moi, c'est ça, cet angle-là aussi que j'ai pris, dire, bon bah si la cible c'est des entrepreneurs qui n'ont pas le temps, mais en fait, comment le process est tellement fluide pour eux qu'on devient indispensable pour eux. Moi, c'est ça que j'ai mis en place sur YouTube. Donc, la personne arrive, par exemple, pour le tournage. Tout a été préparé, en gros, sur on va tourner ça comme vidéo. Voilà la trame des vidéos. Voilà, on va te poser des questions, te faire parler. T'as rien à faire, rien à préparer avant le tournage. Tu viens, tu t'assois, tu pars après le tournage. Et puis, nous, on s'occupe de tout. On monte les vidéos, on fait les miniatures, on les publie sur ta chaîne. Et toi, tu fais juste rien. Et ça, les gens, ils kiffent quand ils n'ont pas le temps. Et du coup, ça augmente la valeur de l'offre. Même si, en fait, il n'a pas forcément plus de résultats qu'avec une autre personne, bah, du coup, la valeur a quand même augmenté. Après, le but, c'est d'augmenter tout, mais voyez l'idée. Et la valeur, elle est relative à la cible que vous choisissez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire exactement le même travail
et ben, ça n'aura pas la même valeur pour deux clients. Si moi aujourd'hui je fais du full clé en main comme ça pour quelqu'un qui a déjà une chaîne rentable, ben, en fait d'un coup, et ben, il va faire plein de ventes grâce à sa chaîne, mais sans y passer du temps, alors qu'avant ça lui prenait plein de temps. Donc d'un coup, il gagne, il est en succès très très vite. Par contre, si je fais tout ce travail sur quelqu'un qui est en lancement de chaîne, qui a une chaîne avec 0 abonné, bah, au début ça va prendre des mois avant d'avoir des résultats. Et en fait, je t'aurais fait le même travail, mais ça aura eu beaucoup moins de valeur pour la deuxième personne. Donc du coup, vaut mieux moi que je choisisse des gens pour qui ça a plus de valeur, donc des gens qui tournent déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, la valeur de votre offre, donc il y a certes créer votre offre d'expert, mais il y a aussi choisir la cible pour qui ça a le plus de valeur, en gros. Et c'est un choix qui est un peu stratégique, et puis qui va de toute façon se dessiner, hop, qui va de toute façon se dessiner, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps, qui va se dessiner en force d'itération, hein. C'est pas un truc forcément qui se théorise à 100% en mode je l'ai écrit quelque part et ça changera pas. Il va falloir de toute façon être sur le terrain, ça va être dynamique, ça va évoluer. Mais ça, c'était le premier point, l'offre d'expert et la cible. Et c'est ça qui va vous permettre de créer un lien durable qui fait que les gens se passeront plus de vous et ils ne pourront plus en fait dire ok, salut, j'ai changé de prestataire parce qu'il y en avait un 30 € moins cher. Parce que ça, c'est un symptôme. Si des gens font ça, c'est un symptôme qu'ils ont acheté une commodité et c'est un symptôme que la relation, elle sera pas durable. Ou en tout cas, même si elle dure sur le long terme, vous n'allez pas pouvoir en capter une valeur énorme parce que vous serez toujours borné par le fait que si vous augmentez un tout petit peu le prix, machin, ils vous verront de toute façon comme une commodité, ils vous verront comme le petit vidéaste, comme le petit monteur, comme le petit web designer, et donc ils changeront. Alors que là, c'est vraiment robuste des relations comme ça. Moi, j'ai des clients comme Jérémy Coleman, par exemple. On travaille ensemble depuis plus d'un an maintenant. On développe des trucs et c'est un lien durable, en fait. Et c'est ça qu'on cherche. Dans la continuité de ce premier point, il y a le second qui est de dire que, du coup, si vous avez un lien durable comme ça, que vous apportez de la valeur, vous allez pouvoir créer une offre de récurrence. C'est-à-dire une offre qui mensuelle, en fait. C'est tous les mois et ça continue. Et ça, l'enjeu autour de ça, qui est génial, c'est que vous allez pouvoir garder vos clients. Quand vous gagnez un client, si ça se passe bien, si ça fit, vous allez pouvoir le garder longtemps. Ça veut dire que chaque mois, votre MRR, à chaque nouveau client qui rentre, c'est votre MRR complet qui monte, donc votre revenu mensuel qui monte. Et du coup, c'est super satisfaisant. Par exemple, là, le jour où j'enregistre cette vidéo, pour l'instant, moi, j'ai à peu près 20K de MRR sur la partie agence. Ça veut dire que, indépendamment du fait que je fasse rentrer de nouveaux clients ou autres, le jour 1 du mois, je sais que j'ai déjà 20 000 € de CA assuré. Et après, je vais pouvoir stacker au-dessus d'autres clients, d'autres trucs. Mais il y a déjà ça qui est validé, en fait. Donc ça, c'est magnifique, parce qu'en fait, ça vous permet, c'est trop cool d'avoir de la rétention, en fait, sur vos clients. C'est super intéressant, et c'est le fait, justement, d'avoir une offre orientée valeur, où les gens ont des résultats, etc., qui permet de faire ça. Les gens, ils continuent pas d'acheter si ça ne marche pas. Donc il faut vraiment réfléchir à ça, je pense, parce que ça, c'est vraiment game changer. C'est ça qui fait que vous n'avez plus à courir après des clients tous les mois, avec le stress, à repartir de zéro, à tout reconstruire de zéro à chaque fois, parce que là, vous faites plus juste de l'exécution, du one-shot, mais vous avez de la récurrence sur vos clients. Et ça, c'est absolument royal. Et le troisième point à mettre en place pour avoir une offre value-based et que ça marche, c'est un process de vente de valeur. Et là, qu'est-ce que j'entends par là? Ça, c'est au niveau de la manière dont vous vendez que ça va se passer. Donc, en gros, quand une personne arrive face à vous, l'idéal, c'est que vous ayez un process de vente à peu près clair, sans être non plus un as de la vente, parce que nous, de base, ce n'est pas notre métier. Et puis souvent, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous aviez une passion métier à la base, et donc la vente, c'est pas forcément le truc, voire c'est le truc qui peut faire peur. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la vente, c'est pas si compliqué que ça. Une fois que votre offre est claire et qu'elle est désirable, en fait, la vente, c'est beaucoup plus facile. Et ce sera d'autant plus facile si vous avez une stratégie YouTube qui fait que les gens vous connaissent déjà, mais ça, on en parlera juste après. Et en fait, le but, c'est d'avoir un process systématique. Donc, je vais vous expliquer là les grandes lignes du process, ok? Forcément, je ne pourrais pas entrer dans le détail à 10 millions de pourcents parce que ça va être une vidéo qui va durer 60 heures sinon. Mais globalement, le process de vente, il consiste à dire que vous avez un petit peu des étapes à cocher, un chemin à suivre pour que ça mette dans de bonnes conditions la personne et vous-même pour prendre une décision de est-ce qu'on va avancer ensemble, ok? Donc, le process de vente, je pense que c'est, on pourrait dire que c'est, je sais pas, 30% de méthode et puis 70% de posture
de comment vous allez être dans l'appel, dans la relation, en fait. Bon, le premier point, c'est, pour commencer avec les bases, c'est de dire, quand vous avez un prospect face à vous, l'idée, c'est de se dire, vous êtes là pour l'aider. Le but du call, c'est de trouver des solutions pour l'aider, que ce soit avancer avec vous ou pas, d'ailleurs. Et si vous pouvez pas l'aider, que ce soit clair, en mode, bon, écoute, là, t'es pas, je pense qu'on va pas être sur un fit, parce que par rapport à ce qu'on fait, je suis pas sûr que ça match. Donc si on avance ensemble, je pense que ça va être un peu déceptif. Donc ce que je te recommande, c'est plutôt peut-être d'aller voir tel confrère, machin, machin. Ça peut aussi être de ça, de disqualifier. Mais en gros, le process de vente, on va pouvoir le diviser en grandes étapes. La première grande étape, ça va être vraiment de comprendre le problème de la personne, comprendre pourquoi elle vient vous voir, et puis essayer justement de mapper un peu ce problème-là et de le quantifier. Donc on va prendre un exemple un petit peu en improvisation, mais en gros, ça va être par exemple, si moi j'ai quelqu'un qui vient me voir en disant, ok, j'ai envie de développer ma chaîne YouTube, machin, machin, on m'a parlé de toi, voilà c'est quoi ton offre et tout. Là, l'erreur, ce serait de trop vite lui dire, mon offre c'est ça, ça se passe comme ça, machin. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il n'y a aucun cadre en fait, et la personne n'est pas du tout dans les bonnes dispositions pour savoir si c'est une bonne décision ou pas d'avancer déjà. Et en plus, vous n'allez pas pouvoir appuyer sur les points qui ont de la valeur pour elle. Donc, en fait, vous sabotez un peu le truc. Donc là, l'enjeu, ça va plutôt être de creuser en mode première étape, creuser le problème, tout ce qu'il y a autour, c'est quoi les objectifs, aller chercher le gap, donc c'est-à-dire la situation A dans laquelle elle est, la situation B dans laquelle elle voudrait être, quantifier aussi ce gap pour aussi après aller quantifier la capacité d'investissement et tout ce qui va être relié à ça. Donc par exemple, ce serait de dire, ok, tu veux développer ta chaîne YouTube, qu'est-ce qui fait que tu as envie de développer ta chaîne YouTube aujourd'hui? Et là, donc dans cette première phase, on va utiliser plein de questions ouvertes en fait, parce que c'est ça qui vont ouvrir la conversation. Ok, moi j'ai envie de la développer parce que je vois mes coûts pub augmenter, donc ça me saoule. Ok, d'accord. Aujourd'hui, la pub, ça représente quel pourcentage dans ton acquisition? C'est 80%, j'ai 20% d'organique, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus d'organique et tout. Ok, plus d'organique, qu'est-ce que tu entends par là? Ce serait combien dans l'idée? Ce serait, je sais pas, 50-50. Ok, 50-50. Aujourd'hui, tu en es où en termes de chiffre d'affaires? Ça représente combien de ventes pour arriver à cet objectif-là? Ok, aujourd'hui, on est à, je sais pas, je dis n'importe quoi, on est à 80K par mois. Non, attends, ça va être compliqué pour les calculs. On est à 100K par mois. On a 80K qui vient de la pub, 20 de l'organique. J'aimerais bien que ce soit 80 pub et 80 organique. Ok, d'accord. Donc tu t'aimerais aller chercher 60K en plus sur l'organique, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux ou c'était vraiment c'est un sujet d'acquisition? Non, il y a peu l'image de marque, machin, machin, mais moi, c'est surtout l'acquisition qui m'intéresse. Ok, d'accord. Pour aller chercher ces 60K, ça représenterait combien de ventes supplémentaires via YouTube pour toi? Ça représenterait X ventes. Ok, X ventes, dans ton entreprise, c'est beaucoup ou pas? Enfin, est-ce que c'est un truc qui te paraît très ambitieux, simple? Ça me paraît nanana. Et en fait, on va mapper comme ça tout le problème, et on va aussi mapper ok, quand tu dis que tes coûts pubs ils augmentent, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait x2, machin. Ok. Et donc, un petit peu mapper le truc de qu'est-ce qui se passe si tu fais rien, machin. Mais dans une posture d'aider la personne, hein. L'idée, c'est pas d'être. Parce que vous voyez, quand je disais c'est 70% de posture et 30% de méthode, on peut suivre un peu cette méthode, mais si on a une posture qui est pas bonne, ça va pouvoir faire un petit peu chelou, quoi, ok, pourquoi il me demande tout ça, j'ai l'impression qu'il essaie de me, de me matrixer enfin, ça peut être un peu gênant, mais donc, en gros, l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu le gros problème, le gap, c'est quoi la raison qui pousse cette personne-là à avoir envie d'avancer sur son sujet. Donc ça, c'est la première grande étape, on va dire. Je vous la fais vraiment en résumé, d'aller creuser le problème. Et puis ensuite, viennent des étapes étapes suivantes. Bon, il y a plein de manières de faire, mais il y a une étape ensuite qui va arriver, qui va être assez importante, qui est l'étape de qualification. Donc la qualification, en gros, ça va consister à dire, est-ce que ça pourrait fitter entre nous? J'ai compris ton problème, en gros. Est-ce qu'on est d'accord qu'on est sur le bon problème? Oui. Ok. J'ai compris un peu les raisons qui font que tu as envie qu'on avance ensemble. Et ce que tu viens chercher dans une collab avec moi. Maintenant, est-ce que cette collab, elle va être possible? C'est-à-dire, est-ce que tu corresponds aux critères de clients que j'accompagne? Est-ce que tu seras prêt à faire les choses qui sont nécessaires pour qu'on travaille ensemble? Et puis aussi, est-ce que tu as la capacité d'investissement qui fait sens pour que je te présente quelque chose? Ou est-ce que là, on est en train de se parler, mais en fait, toi, tu penses que ça coûte 500 € alors que ça coûte 5000?
Et puis, est-ce que j'ai envie de travailler avec toi aussi? Et vice-versa, quoi. En gros, est-ce que la relation, elle pourra marcher si jamais on avance? Et typiquement, on va pouvoir qualifier plusieurs critères. Parmi ces critères, il y a déjà les critères vraiment, on va dire, logistiques. Donc, par exemple, si là, on parle d'un accompagnement YouTube comme ça, ok, toi, ce serait quoi un petit peu l'ordre de grandeur de temps que tu pourrais allouer à YouTube sur un mois type? Est-ce que ce serait un jour, 2 jours? Est-ce que ce serait plus? Est-ce que ce serait moins? Si jamais on avance ensemble? Ça va vous permettre déjà de voir dans quel... Enfin, est-ce que en fait ça va être mécaniquement possible d'avancer? Et puis si vous avez plusieurs offres, une offre full clé en main où la personne elle a besoin de que un jour par mois, et puis une offre un petit peu plus done with you où la personne elle doit avoir une demi-journée, une journée par semaine, bah du coup vous allez pouvoir savoir ou un petit peu sur quoi orienter, et puis vous aurez en fait déminé le terrain, plutôt que en fait vous n'ayez pas posé cette question, et puis qu'à la fin vous présentez l'offre et que la personne vous dise «Ah bah objection, je pense que j'aurai pas le temps», et que ça foire la vente, ça désamorce. Donc premier critère de qualification, ça va être logistique. Le deuxième, ça va être aussi sur la capacité d'investissement. Donc là, une manière de faire, ça peut être de relier ça à la quantification du problème. Par exemple, bon bah ok, tu me disais tout à l'heure que tu voulais aller chercher 40K, enfin 60K en plus sur l'organique tous les mois, machin. Pour aller chercher cet objectif-là, qu'est-ce que tu devrais investir dessus? C'est quoi? Est-ce que c'est 10%, 20%? Enfin, c'est combien? Ça peut être de poser la question un peu comme ça. Bon, ça peut être un peu déstabilisant ou autre, mais après, si vous avez un petit peu déjà quantifié les bénéfices, ça peut aussi être de dire, bon bah écoute, là tu m'as parlé d'aller chercher tel objectif dans l'idéal sous X mois, donc forcément, moi je peux pas te faire de promesse de résultat là-dessus parce que je suis pas devin, mais c'est plus ou moins plausible au regard de mes expériences. Ça faut le dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, faut surtout pas le dire, sinon ça va être une catastrophe de surpromettre un truc qui sera pas atteint. Euh, ok, en termes de toi, de capacité d'investissement sur le sujet, qu'est-ce que tu devrais investir? À titre indicatif, moi j'ai des offres qui globalement, enfin souvent une bonne manière de résoudre ce problème-là, ça coûte à peu près entre temps et temps. Ça peut être, je sais pas, entre 2 et 5K, entre 3 et 5K par mois par exemple. Euh, Est-ce que c'est des sommes sur lesquelles tu te projettes? En fait, si je te propose, si je te fais une proposition cohérente qui règle ton problème là une bonne fois pour toutes, est-ce que c'est un truc que tu pourrais investir? Et en fait, de prendre de l'info comme ça déjà en amont sur la capacité d'investissement, ça va permettre d'éviter la douche froide au moment de l'annonce du prix. Ah, ok, on s'est parlé, cool, il est sympa, mais on n'a jamais parlé de prix, de rien. Et puis là, ça fait ok, bon, bah maintenant je vais te présenter ma solution, ça coûtera tant. Et l'autre, ah, non, ah, mais non, impossible. En fait, ça désamorce un peu les choses, ça prépare le terrain. Et surtout, en posant la question comme ça, c'est pas engageant. Et la personne déjà se. Alors, si c'est elle qui dit le montant, ça va être encore plus, plus pertinent parce que du coup, elle se. Enfin, en fait, ça frame un peu les choses. Donc ça, c'était le deuxième point de qualification. Le troisième, ça va être, OK, sur ce genre de décision, comment vous avez l'habitude de fonctionner? Tu me disais que tu avais un associé, voilà, comment vous avez l'habitude de fonctionner? Est-ce qu'il va être dans la boucle, machin, machin? Donc là, pareil, on va pareil déminer parce que là, si on ne traite pas cette question-là, ce qui risque de se passer, c'est qu'au dernier moment, ça fait super cool, ok, cool, on le fait et tout. Ah bah non, je vais en parler avec mon associé et je te redis. Et puis après, bon bah, ah ok. Et après, il s'en va et ils en parlent et c'est fait. Bon, il est pas chaud. Et du coup, c'est une manière aussi de déminer ce genre de situation. Et puis après, il peut y avoir d'autres critères de qualification, mais déjà avec ceux-là, vous êtes déjà pas mal. Mais ça, après, c'est sur mesure. Selon votre cas, faudra ajuster. Et puis après, une fois que la qualification a été faite, eh bien, vient le moment un petit peu plus, on va dire, du closing, vous pouvez présenter un peu comment ça va se passer. Euh, et là, bah, en fait, l'idée, vous n'êtes pas obligé de tout faire dans le même rendez-vous. Ça peut très bien de dire, ok, j'ai toutes les infos là. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne maintenant demain, ou alors cet après-midi, un autre rendez-vous très rapide au cours duquel je vais te présenter comment on peut avancer ensemble. Et puis, on voit si on y va, quoi. Et là, du coup, ça vous permettra, vous, de rebosser un peu votre truc entre les deux rendez-vous, éventuellement. Puis après, d'arriver, de lui dire... et puis là, vous êtes très clair, quoi, en mode, ok, petit rappel, on a vu que l'objectif, c'était ça, 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 machin, que l'idée... Ah oui, autre critère de qualification, quand est-ce que tu voudrais mettre en place ce projet? Parce que ça, pareil, intéressant à déminer, parce que souvent, ça va être, ah, non, mais moi, je pourrais pas avant tel machin. Et en fait, des fois, les gens, ils se mettent des obstacles mentaux. Non, mais ça va pas être possible. J'ai tel événement, donc on va pas pouvoir. Et en fait, ça se trouve, il y a une solution hyper simple à trouver pour traiter ça.
Du style, ah ben, et si on commençait plutôt mi-octobre, est-ce que ça marcherait pour toi? Oui. Bon, bah voilà, next. Et du coup, et après, le pitch, enfin voilà, présenter la solution. Cette solution, elle a été plus ou moins co-construite avec lui, du coup, pour lui proposer le package qui va bien pour lui. Vous pouvez aussi avoir des offres productisées, hein. Moi, j'en ai des offres productisées où c'est du clé en main YouTube, c'est entre temps et temps, blablabla. Et là, ce que vous faites, c'est que bah, du coup, vous reprenez en fait les points de douleur qu'il avait évoqués, c'est quoi qui vient chercher chez vous, et puis vous présentez l'offre en appuyant sur cela. Du style, bah, tu me disais que tu voulais absolument y passer le moins de temps, avoir le moins de charge mentale. Ok, bah, dans ce cas-là, vous n'allez pas présenter votre offre en appuyant sur le fait que vous êtes bon en stratégie. Vous allez plutôt appuyer sur les points du fait que c'est du clé en main. Et après, voilà, vous présentez le truc très concrètement en disant, bah voilà comment ça se passe, ta ta ta. Vous pouvez dire, bon bah le quoi, bah on va faire ça, ça, ça. Le comment, ça va se passer comme ça, comme ça. La prochaine étape, c'est dans 7 jours, on fait un rendez-vous de lancement où on va te présenter un petit peu l'environnement de travail, on va te poser des questions. Et puis 7 jours plus tard, on va te restituer une proposition de stratégie. Tu valides ou pas. Ensuite, on cale le tournage. Ensuite, tournage, AJ+15, on t'envoie les premières vidéos. Tu valides ou pas. Et après, on prend la main sur ta chaîne, on publie. Bref, vous faites votre sauce. Et voilà. Et ensuite vient la dernière étape qui va être le traitement un petit peu des objections, si on a. Et là, je ne vais pas parler de 20 ans dessus, mais en gros, dans l'idée, les objections, c'est genre intéressant, mais je dois y réfléchir et salut. Et après, en fait, ils y réfléchissent pas. Enfin, le seul qui y réfléchit, c'est vous, quoi. Et du coup, bah, là-dessus, l'idée, d'avoir toujours un petit peu un lâcher-prise vis-à-vis de ça. Considérer qu'une objection, c'est une opportunité, parce que si la personne a été indifférente, elle n'aurait pas eu d'objection. Donc là, elle n'est pas indifférente, elle est intéressée, mais il y a encore des petits freins qui la bloquent. Si vous avez bien fait votre qualification, vous avez potentiellement déjà désamorcé la plupart, mais s'il en reste, bah, ça peut être en fait, de se poser côte à côte avec la personne et de lui dire ok, je comprends très bien, c'est une décision et tout, ça m'aurait presque étonné que tu n'aies pas besoin d'y réfléchir. Si je peux un petit peu peut-être t'aider, sur quoi va se porter ta réflexion, c'est quoi les points là, les points d'ombre que tu as besoin d'évaluer, et aller creuser comme ça en mode bah il y a tel sujet qui me fait un peu peur et tout. Ok, ok, je comprends que ça puisse faire peur, machin. Isoler l'objection. Je comprends que ça puisse te faire peur le fait de ne pas avoir assez de temps à y investir. Au-delà de ce sujet de la temporalité, est-ce qu'il y a autre chose ou c'est vraiment ça qui te préoccupe? Et là, déjà, vous allez pouvoir comme ça remonter jusqu'à la vraie objection. Parce que ça se trouve, celle-là, c'est un écran de fumée, et puis en fait, il y en a une autre vraie derrière. Puis dès que vous êtes à la vraie objection, bah, vous pouvez justement l'accueillir, machin, et puis dire, est-ce que ça dit qu'on essaie d'y réfléchir un peu ensemble, tant qu'on est ensemble? Si je peux t'aider, moi, à clarifier la chose, je te pousse pas à prendre une décision rapide, mais c'est plus pour t'aider tant qu'on est là, quoi. Euh, ouais, ouais, vas-y, machin. Et puis vous allez pouvoir proposer des solutions, et puis ça va le faire. Et puis après, le closing, ça peut se finir en mode, ok, est-ce que tu as l'impression qu'on est sur les bons problèmes? Oui. Est-ce que ce que je t'ai présenté, ça te paraît pertinent pour les résoudre? Ouais. Est-ce que tu as la sensation que je suis la bonne personne pour ça? Ouais. Bon, bah, on le fait. Ouais. En gros, c'est ça. Bref, voilà, ça c'était le premier pilier, l'offre value-based. Cette offre, c'est super cool, mais maintenant, il va falloir la mettre devant les yeux de vos prospects rêvés et pas de touristes, comme on l'a vu avec le choix de la cible. Comment faire? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette seconde partie. Mais avant de passer à la seconde partie, petite parenthèse, moi j'ai lancé un accompagnement pour les freelances qui veulent utiliser YouTube pour justement devenir des experts reconnus, avoir une activité beaucoup plus rentable, beaucoup plus fun, et puis justement casser leur plafond de verre en gros, et puis aller chercher voilà, bon bref, je ne vais pas faire de promesses chiffrées. Et si ça vous intéresse, je vais mettre un call pour prendre rendez-vous avec moi. On pourra en parler, on pourra faire un audit de votre stratégie actuelle, de vos offres, de comment ça se passe. Je vous donnerai de la valeur pendant le call. Et puis si ça fait sens, on ira plus loin ensemble et je vous proposerai l'accompagnement si jamais ça fait sens. Dans tous les cas, le but c'est que vous repartiez avec de la valeur de ce premier call ensemble. Si ça vous intéresse, traînez pas parce qu'il n'y aura que 5 places dans cet accompagnement et il y en a déjà 2 qui sont partis avant que je publie cette vidéo-là. Donc voilà. Bref, ceci étant dit, on enchaîne sur le deuxième pilier, la stratégie YouTube d'expert. Donc ça a été game changer pour moi. Je vous explique. Avant, ce que je faisais, c'était de la prospection. Donc c'était
enfin, vous savez si vous en avez fait, ça peut marcher, mais c'est chiant quand même très chiant. J'allais à des événements, j'avais du bouche à oreille, mais pareil, c'était pas très prédictible. Et puis du coup, je me retrouvais en rendez-vous face à des prospects qui étaient parfois méfiants, parfois pas méfiants, mais parfois juste, voilà, qui prenaient un peu de haut en mode, tu vois, achat en commodité, qui compare tes prix, qui te négocie, qui force et tout. Et je sentais que dans le rapport de force, j'étais plus en bas qu'en haut. Et ça me plaisait pas trop trop. Et tout a changé grâce à YouTube là-dessus. Parce que pour le coup, quand tu as une stratégie YouTube d'expert, que tu as des rendez-vous avec des gens qui te connaissent déjà, qui ont déjà passé du temps avec toi sur des vidéos, et ils te voient différemment en fait. Et donc la relation, elle va plus être d'égal à égal, de partenaire à partenaire, plutôt que de client à prestataire. Et d'ailleurs, ça, moi j'ai eu une grosse réalisation, c'est un jour, une cliente m'appelle, c'était avant que je mette en place tout ça, une cliente m'appelle et là elle me parle mal au téléphone. Et en plus j'étais sur un tournage donc j'avais vraiment pas que ça à foutre. Et elle commence à vraiment à mal me parler et tout pour une broutille. C'était une cliente qui avait déjà forcé sur le devis pour que ce soit moins cher, qui était relou, qui demandait toujours plus, qui essayait toujours de gratter tout ce qu'elle pouvait, d'aller gratter un petit retour en plus parce que c'était dans le devis, machin, machin. Et là elle m'appelle, elle me met une brasse pour un détail insignifiant où en plus on n'avait même pas fait d'erreur, quoi. C'était juste un sujet de communication entre nous, mais nous on délivrait ce qu'on avait promis, il n'y a aucun souci. Et là je me dis, mais je lui dis, bon écoute, je suis en tournage, je te rappelle, on verra ça après. Et là je me dis, mais what quoi, what the fuck. Je me dis, pourquoi j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai pas envie que mon métier, enfin que ma journée, il y ait des gens qui m'appellent et qui me parlent comme ça, et c'est hors de question. Et en plus, c'était une cliente où c'était même pas un projet rentable. Donc souvent, tu as les pires clients qui te prennent toute ton énergie mentale. Et là, je me suis dit, bon, on arrête. Ça, c'est fini. Ciao. Et là, j'ai décidé de lancer YouTube et de bombarder sur YouTube à ce moment-là. Et quelques mois après, pour le coup, ça s'est totalement changé parce que je me suis retrouvé avec des gens dans les calls qui arrivent et qui te connaissent déjà, etc. Et qui, du coup, et limite, dans certains calls, c'était marrant parce que c'était presque eux qui voulaient me convaincre de travailler avec moi que l'inverse. Et ça fait vraiment plaisir quand tu es passé avant par la case freelance où tu te fais malmener. Donc, je ne suis pas reconnu à ma juste valeur, c'était exactement ça que je ressentais et que vous ressentez peut-être si ça vous parle ce que je raconte depuis tout à l'heure. Des clients qui se sentent tout permis, qui te relancent toutes les 15 minutes en mode « Ah, il me le faut pour lundi, machin, machin ». Et tu as vraiment l'impression d'être leur caniche en fait. c'est terrible quoi. Et en plus, autre frustration, hop là, flemme, ignoré. Merde. Et en plus, autre frustration, c'est que t'es dans l'ombre en fait. Et si vous êtes comme moi dans des métiers un petit peu de l'image, de réseaux sociaux, communication, et en fait, tu passes ta journée à travailler l'image de tes clients, à construire le projet de tes clients, mais toi, tu construis pas le tien. Et ça, c'est frustrant parce qu'en fait, tu te dis, bah, du coup, je suis en train de construire l'image de gens, mais la mienne, elle est négligée. Et du coup, bah, moi, je sortirai jamais de ma condition en fait. Si je change pas les inputs que je mets là dans mon organisation actuelle, bah, en fait, je vais juste rester un freelance sous le plafond. Il n'y a aucune raison que ça vienne casser, quoi. Et ça, c'est très frustrant. D'autant plus quand toi, tu t'es lancé parce que tu aimais ton métier et qu'au final, tu te retrouves à juste le faire à la chaîne pour d'autres, à t'en dégoûter et à ne même plus faire les projets que t'aimes et à même plus avoir le temps de faire les projets que t'aimes. Donc, faire de la place pour créer ses propres contenus, c'est quelque chose qui permet de reconnecter avec ce plaisir de créer et qui permet de construire son avenir en construisant sa marque, sa réputation, et qui va permettre de monter ses prix, de doubler ses prix, d'aller chercher des prestats plus intéressantes, des clients, des meilleurs clients, de choisir ses meilleurs clients, et puis de dire bye bye aux clients horribles qu'on a tous connus, qui te spamment, qui te harcèlent, qui te minent le moral et qui te saoulent. Donc ça, c'est un petit peu la mise en contexte de pourquoi la stratégie de contenu, c'est super. Maintenant, pourquoi la stratégie de contenu sur YouTube, c'est particulièrement super? Pour deux raisons. La première, c'est que sur YouTube, les gens sont intentionnels. Ils ont fait le choix de cliquer sur votre vidéo. Ce qui n'est pas le cas sur Instagram et LinkedIn et Facebook, où ils ont juste vu un post dans le feed. Donc, ils sont déjà beaucoup plus proches d'une décision de passage à l'action.
Donc ça, c'est super intéressant pour nous. Et le second point, c'est qu'ils vont passer des heures, des minutes et des heures avec vous. Et donc, il y a une création de confiance qui est incomparable avec simplement quelqu'un qui a vu un Reels sur ses chiottes, quoi. Et donc, du coup, c'est là où YouTube est vraiment une opportunité de fou. Par contre, disclaimer, YouTube, c'est aussi le plus dur à lancer. C'est moins, il y a une barrière à l'entrée un peu plus haute. Donc, il va falloir être persévérant et avoir la bonne stratégie pour le percer. Mais par contre, c'est aussi beaucoup plus stable. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, comme sur Instagram, votre compte qui se fait ban tous les 3 jours. Vous n'allez pas avoir non plus, OK, ce Reels, il a fait 100 000 vues, mais après, ils font plus que 1000 vues. C'est beaucoup plus pérenne, on va dire. Donc, c'est barrière à l'entrée plus haute, plus dur à lancer. Mais une fois que vous êtes dessus, vous profitez d'un truc de dingue. Et je dis que c'est très dur, mais en vrai, moi, ça a pris quelques mois à vraiment faire marcher le truc. Et quand je dis marcher, encore une fois, on va placer des attentes réalistes. Il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de vues et d'abonnés, en fait. La preuve étant, ma propre chaîne, par exemple, les vidéos font 1000 vues globalement. La vidéo que vous êtes en train de regarder, probablement qu'elle n'a même pas fait 1000 vues. Et pourtant, ces 4 derniers mois, la chaîne YouTube, elle m'a ramené 39 000 € de CA. Donc, vous voyez, 5000 abonnés, 1000 vues, et bim. Pareil, la chaîne de Jérémy avec qui je travaille, Jérémy Coleman, elle est à 15 000 abonnés, elle fait 25 000 € par mois de CA à peu près. Il y a des chaînes qui font quelques centaines de vues et qui cartonnent en CA. Et puis après, si vous allez au-delà, ça va être excellent. Mais il n'y a pas besoin d'aller taper des 10 000, 100 000 vues sur les vidéos pour que ce soit intéressant en fait, à condition d'avoir la bonne stratégie. Et c'est exactement ce qu'on va voir sur ce second pilier. Donc, stratégie à ce niveau-là. J'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne qui explique en détail. Elle dure 40 minutes à peu près, mais je vais quand même vous donner le plan d'action si vous êtes en freelance aujourd'hui et que vous voulez lancer votre stratégie YouTube. Le premier truc à comprendre, c'est que déjà, tout va partir du choix des sujets de vos vidéos. Okay, c'est ça qui va faire que votre vidéo, votre chaîne va marcher ou pas. Moi, ce que je vous recommande, c'est deux choses. D'avoir une ligne éditoriale orientée expertise. Il faut que vos vidéos vous permettent de transmettre votre expertise. Parce que si vous prenez des sujets trop tout public, trop broad, etc., en fait, ça va peut-être faire des vues, mais les gens n'auront aucune raison d'aller prendre contact avec vous. Le but, c'est que vous attiriez l'attention, mais aussi que vous montriez aux personnes qui vous regardent, que vous leur donniez un max de valeur et que vous les aidiez à comprendre que vous savez de quoi vous parlez, en gros. Donc, la première chose que je ferais, c'est que je commencerai par, première étape, poser une stratégie claire. Une stratégie qui a le potentiel d'attirer l'attention des gens. On va prendre un exemple totalement fictif que je vais improviser en live. Admettons que vous êtes designer, web designer, vous faites des identités, des brand identity, etc. Le premier point, ça va être de dire, ok, globalement, c'est qui un petit peu votre cible, c'est qui les gens à qui vous voulez parler, etc. Bon, c'est les directeurs marketing et les fondateurs de start-up, par exemple. N'importe quoi. Ok. Comment est-ce qu'on peut imaginer des vidéos qui vont avoir de la valeur pour ces gens-là, qui vont capitaliser sur un sujet qui est plus connu que vous, parce qu'au début, vous n'êtes pas connu, donc si vous faites juste un tutoriel design, genre en mode comment créer son identité de marque, finalement, il y a peu de chances qu'il marche au début si vous n'avez pas une petite audience, si vous n'êtes pas encore assez légitime. Mais comment on va trouver un sujet qui va potentiellement marcher? Je donne un exemple. On va prendre des marques mainstream, par exemple, qui ont un branding super cool. On pourrait prendre la marque Respire, on pourrait prendre la marque, je sais pas, on pourrait prendre, je dis n'importe quoi là, mais du coup, des marques dans le game startup. On pourrait prendre de Blablacar, on pourrait prendre plein de boîtes et on pourrait dire, ok, si on faisait une espèce d'analyse en fait de Blablacar, de Respire, de machin, en trouvant un angle intriguant, par exemple, Respire, comment, après du coup là je connais pas le sujet parce que je suis en impro donc je vais pas pouvoir trouver d'angle, mais en gros, ça pourrait être, je sais pas, comment Respire, faudrait trouver l'angle, mais un truc qui prenne un contre-pied. Et après, au sein de cette vidéo-là, saupoudrer votre expertise. Et du coup, l'idée, c'est de dire, ok, je vois passer ça dans mon feed. Ah, ça m'intéresse même si je ne connais pas le créateur, je clique et après, je m'attache au créateur. Et la vidéo, elle commence direct avec une intro qui reprend le titre et la miniature, la promesse qui ont été faites. En mode, ok, cette marque qui a tout cassé, le personal branding de Justine Hutto, je crois elle s'appelle, elle a tout cassé, tout le monde essaie de la copier, mais personne n'y arrive. Comment elle a fait pour créer un truc aussi iconique que beaucoup de marques e-commerce ont essayé de reprendre, mais pour qui ça n'a pas marché? Tout le monde pense que c'est sur tel pilier qu'elle s'est appuyée pour le faire, mais en réalité, elle a une stratégie
un peu plus sophistiqué que ce que vous pensez, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous verrez aussi, je vous partagerai aussi une méthode pour travailler votre propre branding à vous rapidement. Tac. Et là, bim, dans la vidéo, vous allez analyser et puis donner de la valeur. Et au final, vous allez la faire, votre vidéo, comment créer son identité de marque. Mais elle sera juste déguisée, elle sera marketée dans un sujet qui a le potentiel de faire des vues, en fait. Donc déjà, choix des sujets, c'est le premier point qui a le potentiel de faire des vues. Le deuxième point, ça va être, comme je disais, on va dire ligne éditoriale orientée expertise. Donc on n'est pas là pour faire du divertissement, pour être influenceur ou autre. On est là pour vraiment apporter de la valeur via des formats. Ça peut être du coup analyse, comme on en a parlé juste avant. Ça peut être des interviews d'experts. Ça peut être super intéressant de prendre les top experts de votre secteur, de les interviewer. Ça peut être également des tutoriels, des masterclass. Mais ça, du coup, il faudra les faire quand vous aurez déjà un tout petit peu d'audience pour que ça marche. Et vous pouvez alterner comme ça les formats. Ensuite, le troisième point, c'est que vous allez pouvoir mettre en place un setup de production assez minimaliste, c'est-à-dire que les gens, ils vont regarder plutôt pour la valeur. En fait, il va falloir raisonner en mode 80-20. Où sont les 20% d'actions qui apportent 80% des résultats? Et négliger le reste, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que j'entends par là, 80-20? C'est dire, OK, les actions qui vont faire que la chaîne YouTube va marcher, c'est le choix des sujets, comme je le disais, c'est la qualité du propos, c'est est-ce que l'introduction, elle donne envie de voir la suite de la vidéo, et c'est globalement ça. Et globalement, la conclusion de la vidéo, est-ce qu'elle donne envie de prendre un rendez-vous avec vous, ou alors est-ce qu'elle donne envie de regarder une autre vidéo? Tout le reste, ça va être un peu plus superflu. Donc en fait, faire du montage compliqué, passer 60 heures à écrire sa description YouTube avec des hashtags, machin, faire des vidéos où vous prenez la tête, etc., sur le montage trop longtemps, en fait, ça va être de la distraction. Donc, dans cette logique-là, vous allez avoir besoin d'être très 80-20. Et aussi, il y a ce qui peut faire peur avec YouTube, c'est le fait de dire ça va prendre beaucoup de temps à développer. En réalité, si vous êtes bien structuré 80-20 et que vous avez délégué certaines tâches, ça prend plus que quelques heures par semaine. Et moi, ma propre chaîne, elle me prend aujourd'hui, je pense, une demi-journée par semaine. Et vous voyez, elle rapporte plein de clients. Donc si on rapporte à la journée, c'est ultra rentable et en plus c'est fun. Et là, en batchant avec les bons systèmes, en fait, vous prenez de l'avance et ça permet de sortir de la rat race du créateur de contenu. Là, j'enregistre cette vidéo un 4 octobre. Je sais que j'ai des vidéos prévues sur ma chaîne jusqu'à fin novembre qui sont tournées. C'est le monteur qui est en train de s'en occuper. Moi, c'est plus mon sujet. Donc ça, c'est super cool. Et donc pour ça, vous allez avoir besoin, du coup, le troisième point, c'était un setup minimaliste. C'est-à-dire ça doit être simple de filmer. Il n'y a pas besoin de trucs hyper fancy. Vous pouvez prendre une DJI Osmo Pocket 3 et on n'en parle plus. Si vous êtes vidéaste, vous avez déjà le nécessaire. Mais en gros, pas besoin de se prendre trop la tête, faire un petit cadre sympa et tout, le faire une bonne fois pour toutes et après on n'en parle plus. Gardez toujours systématiquement le même cadre, gardez toujours la même identité visuelle systématiquement, la poser au début une bonne fois pour toutes et après on ne réinvente pas la roue. Et avoir un système de délégation clair où en fait, si on regarde tout le process YouTube, il y a écrire les vidéos, faire les miniatures, tourner les vidéos, monter les vidéos, publier les vidéos. En fait, vous pouvez déléguer plein de choses là-dedans. Vous pouvez garder juste, j'écris les vidéos, je les tourne. Terminé. Et après, je les mets sur un drive. J'ai quelqu'un qui fait les miniatures, quelqu'un qui les monte, et je peux même prendre une assistante virtuelle qui coordonne le monteur, le minimaker, qui gère le fait qu'il leur envoie les briefs, machin, qui gère le truc ils envoient leurs factures, machin, c'est plus vous qui faites. Et vous, au final, en fait, c'est très... vous allez lâcher du lest sur tout un tas de tâches. On va en parler en détail dans le troisième pilier, la production structurée. Et puis, vous allez retrouver de la liberté, du temps, et simplement vous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, les tâches les plus cool. Et c'est ça qui va faire la diff. Donc, en résumé, votre strat YouTube, elle va consister à choisir des bons sujets, poser une bonne stratégie avec des sujets qui vont gagner l'attention des gens, des trucs orientés conversion, avoir une approche vraiment 80-20, en mettant plus d'énergie sur le choix des sujets, des miniatures, etc., que sur le reste, parce que c'est ça qui a le plus d'impact. Et souvent, l'erreur, c'est qu'on le fait en dernier dans le process. On fait notre vidéo et au dernier moment, on se dit comment je vais l'appeler. Non, on va le faire au départ, parce que c'est ça qui a le plus d'impact. Et après, le reste, on va dérouler. Et puis, troisièmement, déléguer et être minimaliste dans la production, et puis déléguer toutes les tâches que vous pouvez déléguer pour que ça vous prenne plus trop de temps. Si vous faites ça, vous allez devoir itérer un petit peu, mais en 3 mois, vous pouvez déjà lancer une chaîne assez fort en fait. Forcément, ça va être aléatoire, il va falloir itérer, machin. Je ne peux pas vous faire des promesses là-dessus, mais il y a certaines chaînes qui, dès leur première vidéo, dans leurs 6-7 premières vidéos, faisaient des vues. Et j'ai pris l'exemple
du bon Gabriel Doupercast qu'on embrasse encore une fois s'il nous regarde, parce que je trouve que sa chaîne, c'est un bon exemple pour ça. Lui, il a lancé la chaîne de zéro, il y avait 0 abonnés dessus. Voilà, il vient de faire 70 000 vues, machin. Il a 1000 abonnés aujourd'hui. Et en fait, en quelques vidéos, vous voyez, 300 vues, 200 vues, là je vois pas ce qu'il y a à ma tête, 400 vues, 6000 vues. Donc déjà, quatrième vidéo, 6000 vues. Le but, c'est pas de faire des vues, mais au début, vous allez besoin d'en faire un petit peu pour amener des abonnés sur votre chaîne. Et vous voyez, ça peut aller vite. Et moi, pareil, quand j'ai repris ma chaîne, ça faisait 200 vues, et voilà. Il y avait 1000 abonnés, mais qui traînaient à l'ancienne, d'autres trucs, donc qui n'étaient pas trop concernés. Et assez rapidement, sur ma propre chaîne, j'ai pu aussi, en mettant en place ça, aller chercher des vidéos à plusieurs milliers de vues, voire dizaines de milliers, qui ont rapporté plein de clients. Donc là, par exemple, j'avais repris à ce moment-là. Donc voilà, on était à 1000 vues et quelques. Bim, 20 000 vues. Cette vidéo-là, d'ailleurs, m'a rapporté plein de clients. 2000, 3000, machin. Ce que je veux dire, c'est que si vous... En fait, c'est surtout le truc de se dire, OK, à partir du moment, aujourd'hui, je commit, je m'engage. Au début, peut-être que YouTube, ça va me prendre un jour dans la semaine. Puis après, je déléguerai pour que ça me prenne moins. Mais je m'engage, je bombarde pendant 3 mois. J'envoie 10 vidéos sur les 3 mois. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et je vois ce qui se passe, en fait. C'est un engagement à prendre, mais c'est un engagement qui peut faire peur parce qu'on se dit, OK, je vais investir du temps, des trucs, est-ce que ça va marcher, machin. Mais ça vaut vraiment le coup, en fait. Parce qu'après, une fois que vous êtes de l'autre côté, que vous avez votre truc, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc ça, c'était le second pilier, la stratégie d'expert sur YouTube. Et ça nous amène au troisième pilier, la production structurée. C'est cool de faire tout ça, mais si au final c'est pour travailler encore plus que ce que vous faites déjà, ça sert à rien. Parce que le but, c'est aussi de kiffer la vie. C'est pas c'est pas de se foutre en l'air. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Moi, j'y crois pas trop au truc de faut travailler 12 heures par jour jusqu'à tes 40 ans, quoi. Moi, je pense que c'est plus smart d'essayer d'aller chercher du levier. Forcément, vous allez devoir travailler beaucoup pour mettre en place les choses, mais après, construire un truc qui vous permettra de travailler moins après. Donc, on va passer à ce troisième pilier, la production structurée. Donc là, quelques preuves, quelques histoires. Ouais, voilà, ça c'est ça, j'aime bien dire. C'est en fait, au début, on pense qu'on doit tout faire. On pense que le client, il nous a acheté nous. On pense qu'on ne peut pas déléguer. On pense qu'on ne peut pas trouver des gens qui feront le taf. On pense que ça... Et puis on a le réflexe de tout faire, en fait. Et en fait, on a des mauvais réflexes là-dessus qui font qu'on se condamne nous-mêmes à subir notre emploi du temps et qui font qu'on se condamne nous-mêmes à être enfermés, en fait, dans cette prison. Alors que si on met en place les bonnes choses, on peut vraiment structurer les choses. Et aujourd'hui, par exemple, moi, mon agence YouTube, je sais que tous les lundis, je m'occupe de l'agence YouTube. Et puis, j'ai généralement un deuxième jour dans la semaine aussi où je repasse dessus. Mais globalement, ça me prend 1 jour et demi, 2 jours par semaine pour la partie agence YouTube, qui fait 24 CA tous les mois, qui fait, en termes de marge, ça doit être autour de 10K. Et en fait, ça me prend 1 jour et demi, 2 jours par semaine. Et c'est possible, ça demande du travail pour mettre en place le nécessaire pour que ça marche, mais après, ça se fait en fait. Ça se fait. Et c'est de ça dont on va parler. Et puis pareil, sur la chaîne YouTube, j'ai un peu le même cas. Bref, ce qui est cool avec ça, c'est qu'une fois qu'en fait vous avez structuré, systématisé, etc., ça repose plus, tout le poids n'est plus sur vos épaules. Vous avez d'autres personnes qui vous aident, tout est clair, et en fait, le truc peut tourner un petit peu sans vous. Moi, j'en suis pas encore au stade où ça tourne 100% sans moi, et c'est pas la vision que j'ai, mais ça veut dire que tu peux partir au parc Astérix un jeudi, si tu veux, et en fait, tu réponds à 3 WhatsApp, mais globalement, les vidéos continuent de sortir pour les clients, ça continue d'avancer. Moi, ça m'est arrivé des fois de voir passer une vidéo, de me dire « Ah putain, elle est cool cette vidéo !» Et c'était nous qui l'avions faite, mais j'étais pas au courant, quoi. Enfin, j'étais au courant qu'elle avait été faite, mais tout avait été géré, et voilà. Et c'est ça un petit peu le goal. Donc là, les trucs qui vous freinent peut-être là dans ce que je dis, c'est que vous dites, enfin, si vous êtes dans le même cas que moi, c'était du mal à déléguer. J'ai pas mal de taf, je sais que je suis limité, mais j'ai du mal à trouver quelqu'un. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire le client si je renvoie quelqu'un d'autre et tout. Je dis, j'aime plus mon métier. Au début, je faisais ça parce que j'aimais ça, et puis maintenant, je fais à la chaîne, donc j'en ai marre, je suis rincé. Et puis, je veux être entrepreneur, je veux pas être en CDI déguisé. Et on le sait au final, hein, quand tu es en freelance, et en fait, tu es en CDI un peu déguisé. Quand tu es en freelance, que tu farmes tes missions et tout, ça peut être OK. En fait, si tu es OK avec ça, il n'y a aucun problème. Mais si toi, t'es comme moi, tu es là, tu es en train d'écouter des podcasts business, tu es en train de regarder des vidéos, tu es en train d'essayer de faire évoluer ton truc et tout, en fait, tu cours, tu vois que tu t'en sors pas, quoi. Genre,
tu vois que tu auras beau travailler un peu plus, c'est pas ça qui va faire la différence. Et tu vois d'autres mecs qui travaillent moins, tu as l'impression, et qui, eux, ont des résultats beaucoup plus gros, enfin, bien différents. Et en fait, c'est impossible en restant freelance de... Enfin, c'est impossible. Tu peux... c'est plafonné, quoi. C'est plafonné. Et si tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, ça te parle, bah, potentiellement que tu as envie d'en sortir et de passer de freelance à entrepreneur. Donc, je vous vois, je vous tutoie, on est à la cool. On est en détente. Donc ça, c'est un petit peu les points de douleur. Et puis, les croyances liées, c'est, bah voilà, si le client m'a acheté moi, si je délègue, ce sera moins bien fait. Si je délègue, je vais perdre de l'argent. J'ai pas le temps de mettre tout ça en place. Et puis, je sais pas faire. On va voir en fait que tout ça, c'est des points qui sont assez faux en réalité. Enfin, c'est des croyances limitantes. C'est des croyances qui vous ont amené jusqu'où vous êtes aujourd'hui. Donc, elles ont une intention positive, mais qui ne vous permettront pas d'aller plus loin. Donc, premier point. Le client m'a acheté moi, je ne peux pas déléguer. En quoi c'est faux? En fait, c'est vrai si vous l'avez communiqué tel avec le client. Et c'est vrai que ça va mal se passer si du jour au lendemain, vous envoyez quelqu'un d'autre sans être clair sur les communications avec lui. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas évoluer en fait. Je m'explique. Si vous avez un client en cours avec qui vous travaillez depuis longtemps, etc., vous pouvez très bien lui dire, écoute, moi j'adore notre collaboration. Je voulais t'informer que moi je suis en train de grandir, de faire évoluer la manière dont je travaille. Je suis en train d'onboarder une nouvelle personne qui va m'aider à délivrer. Elle va participer, enfin, j'aimerais qu'elle participe au délivré du projet sur lequel on travaille avec toi. Moi, je vais toujours être là en tuteur, je vais être là pour la guider. Le but, c'est que ce soit transparent pour toi. Et n'hésite surtout pas à me faire remonter s'il y a le moindre point de friction de ton côté. Est-ce que c'est OK pour toi si je l'onboard sur le projet et que je reste là, moi, plutôt en gestionnaire et que je m'assure que le niveau de qualité habituel est toujours délivré et voilà. Est-ce que c'est OK pour toi? Et là, toute personne sensée va dire oui, quoi. Enfin, genre, c'est rare, je veux dire, que les personnes vont vous dire non. Ou alors, parfois, si les personnes vont vous dire non, soit c'est qu'il y a autre chose, enfin, on ne sait pas, il faut creuser. Soit c'est que peut-être elles ont justement un mindset un petit peu plus commodité enfin, ou alors elles ont besoin d'être rassurées. Hein. Souvent, ça va juste être ça et du coup, vous allez pouvoir voir avec elles, trouver des solutions ensemble. Ou alors elles ont un mindset plus commodité, machin, et là, bon, ça va falloir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que elles ont peur et peut-être qu'elles projettent sur vous leur propre peur et bref, mais on s'en fout. C'est parce que ça, ce sera vraiment à la marge. Et après, si vous déléguez des tâches, ça c'est si vous déléguez des tâches en front-end avec le client qui va interagir avec votre partenaire, etc. Si vous déléguez du back-end, donc d'autres tâches, je sais pas, des tâches où le client le voit pas, quoi. Genre, vous êtes designer, vous avez délégué la réalisation d'une partie du site, mais la personne n'a pas eu à communiquer avec le client et tout. Vous pouvez le faire et le client n'est pas obligé de connaître tous les ressorts de votre organisation interne. Et d'ailleurs, en fait, il y a de fortes chances qu'ils s'en foutent un peu, en fait, et que vous êtes le seul que ça préoccupe. Ok, donc ensuite, en choisissant bien la personne, tu peux trouver des gens meilleurs que toi. Ça veut dire que quand tu dis, si je délègue, ça va être moins bien fait, si on y réfléchit, l'hypothèse cachée, c'est je suis le meilleur à faire ce que je fais sur Terre. Donc, d'après cette phrase, personne d'autre ne pourrait faire mieux que toi sur cette tâche. En fait, on s'aperçoit que c'est absurde et que en fait, ouais, c'est juste un blocage, mais évidemment qu'il y a des gens qui sont meilleurs que vous dans votre secteur sur Terre. Évidemment, il faut juste les trouver. Ça, c'est un autre sujet. Quel est le process pour les trouver? On va en parler juste après, dans comment on structure le truc. Mais vous voyez, pareil, c'est un truc qui se fait péter. C'est un blocage qui se fait péter. Et ce qu'il vous faut, c'est juste un process pour trouver les gens, un process pour bien les onboarder, pour que la collaboration, voilà, qui réponde à vos attentes, que ça fit bien, mais après, ça se passe bien. Et en fait, quand tu délègues, tu perds de l'argent, ça c'est faux, t'en gagnes en fait. Pourquoi? Si aujourd'hui, si tu as mis en place une offre value-based, que tu as des clients qui arrivent, que tu les attires via des vidéos YouTube par exemple, bah en fait, tu vas voir que tu vas pouvoir casser un petit peu les plafonds en termes de marge, de chiffre d'affaires, des trucs comme ça. Si aujourd'hui, admettons que tu es à 10 000 euros du coup, de marge sur ton activité sur un mois type, qui dure 20 jours ouvrés, bah en fait, si on rapporte à la journée, une journée où tu travailles, c'est 500 euros rapportés à l'entreprise en marge, bah du coup, à quoi bon aller passer une journée à monter des vidéos pour tes clients ou à faire une tâche de delivery pour tes clients si tu n'apportes pas plus de valeur qu'un autre freelance qui pourrait le faire et si ça te coûterait 250 euros au TJM. En fait, chaque jour où tu es en train de délivrer comme ça, tu es en train de perdre de l'argent, tu perds la différence. Admettons que si tu avais payé un freelance 300 euros TJM,
bah en fait, tu as perdu 200 € ce jour-là. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est si tu n'as pas payé un freelance 300 € TGM pour t'aider à délivrer cette tâche et que tu l'as faite toi, alors que toi, ta journée coûte 500, bah en fait, tu as perdu 200. Et en plus, tu as fait un truc potentiellement que tu n'avais pas envie de faire, tu t'es forcé, et il y a tous les coups que ça cachés en plus qui viennent te plomber. Et en fait, c'est pas juste, en plus, tu as gagné 200, machin, c'est même pas juste le rapport financier, c'est genre, ok, tu payes le mec 300, il le fait, bah toi, cette journée-là, tu vas pouvoir la leverage, parce que tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin, tu vas pouvoir construire ta boîte, tu vas pouvoir faire des trucs qui vont avoir beaucoup plus de valeur en fait. Et si je reprends l'exemple de la chaîne YouTube, au début, je vous donne ce que ça me prenait à peu près au début. On va simplifier, mais enfin, ça va pas être pile les vrais trucs, mais voilà. On va dire que ça me prenait une journée d'écrire et de tourner une vidéo, et que ça me prenait 2 journées de la monter au début. Et une vidéo me rapportait, on va dire, un client à 3000 € en panier moyen. Ok. Là, je fais des approx, mais c'est à peu près crédible. Bon, bah, super. J'ai travaillé 3 jours. Ça m'a rapporté 3000 € de chiffre d'affaires en panier moyen. Après, il faut délivrer la presta et tout, mais ça a découlé, mais voilà. Bon. Un monteur vidéo, potentiellement, sur 2 jours, ça va être 500 €. Ok. Bon, bah, du coup, si j'investis 500, bon, ça m'a rapporté plus que 2500. Mais maintenant, je n'ai pas passé 3 jours, j'y ai passé 15 jours. Ah. Mais du coup, ça m'a libéré 2 jours. Ces 2 jours, je peux faire quoi? Bah, je réinjecte, je les réutilise, et j'écris et je tourne 2 autres vidéos. Ah, bah d'un coup, bim, ça rapporte 9000, moins 3 fois 500 pour le monteur, 7500. Et vous voyez, ça leverage en fait. C'est genre, on prend votre temps. En fait, si on vous faisait un audit de votre agenda, on s'apercevrait qu'il y a des tâches qui vous rapportent beaucoup dedans, et il y a des tâches qui vous rapportent peu. Et ces tâches qui vous rapportent peu, probablement, elles remplissent 80% de votre agenda aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si les 20% de tâches qui rapportent 10 fois plus, en fait, on venait enlever les 80% de tâches qui rapportent rien, les déléguer et faire que des tâches à 20%, enfin que des tâches qui rapportent 10 fois plus. Bah, effet de levier. Enfin, en gros, c'est l'idée globale, quoi. Là, je vulgarise un peu le truc, mais vous voyez l'idée. Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus smart. Et du coup, dans cette logique-là, ça va être vraiment comment vous pouvez gagner du temps, déléguer, prendre une assistante administrative qui fait tout vos factures, vos trucs comme ça, prendre, je sais pas, une femme de ménage qui vous fait gagner 2 heures par semaine de ménage si vous aimez pas faire le ménage, ce qui est mon cas. Si vous aimez, bah, vous gardez le truc. Et puis prendre en gros toutes les tâches que vous aimez pas et qui sont à faible valeur ajoutée d'un point de vue. Là, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment d'un point de vue genre juste pragmatique, quoi. Et puis les déléguer. Voilà. Et donc, en gros, quelques guidelines pour mettre ça en place. Structurer sa production. Donc, un process pour trouver des profils. Moi, ma reco, ça va être déjà de décider qui vous voulez. Par exemple, si moi, j'avais commencé avec des monteurs vidéo, t'écris un post et pour proposer à des monteurs de travailler avec toi. Ce post, il faut voir ça vraiment comme une offre de vente, hein, presque. Hein. C'est genre, faut donner envie aux gens. Donc, c'est comme une vente, mais version collaborateur. Donc là, c'est genre, c'est quoi les bénéfices de travailler avec vous? Bon, bah, ok, moi, les bénéfices, c'est que vous aurez des projets livrés sur un plateau tous les mois, avec des clients cool du secteur, comme machin, 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 avec blablabla. Vous pourrez le faire en asynchrone. Il n'y aura pas besoin d'être en présence, je sais pas quoi, en freelance, caractéristiques. Et après, si ça vous intéresse, formulaire, bim. Et formulaire, après, vous pouvez mettre quelques questions pour qualifier et disqualifier les profils. Genre, ok, au niveau d'expérience, ton portfolio, ta meilleure vidéo, référence, trucs comme ça. Et après, du coup, vous allez recevoir des profils. Puis vous pouvez vous dire, avant de travailler avec une personne, il faut que j'en rencontre au moins 5 ou 10, par exemple. Et puis, vous allez pouvoir faire des petits entretiens rapides pour rencontrer les personnes, vérifier le fit humain. Et puis, voilà, comme ça, vous pourrez faire votre choix. Et puis, vous prenez 2, 3 personnes, enfin, le nombre qu'il vous faut, quoi. Proposer des projets, et puis vous allez aider ces personnes-là, les onboarder chez vous, les aider à monter en compétences. Donc, on arrive à cette deuxième phase, process d'onboarding, et là, l'idée, ça va être de un petit peu playbookiser votre boîte avec les process, les trucs, les machins, qui veulent dire que quand une nouvelle personne arrive, il n'y a pas besoin de tout lui réexpliquer pendant 20 ans, parce qu'en fait, vous avez déjà structuré. Donc, je vais essayer de prendre un exemple concret, plutôt. Admettons que vous onboardez un nouveau monteur vidéo ou un nouveau, peu importe quoi, hein, mais vous avez capté. Cette personne-là, il y a un certain nombre de logiciels qu'elle va devoir utiliser, de procédures qu'elle va devoir suivre, etc. pour que ça se passe bien. Et donc,
Bah, typiquement, ça peut ressembler à ça. Genre, ok, bah, les grandes étapes de un process, d'un projet, ça ressemble à ça. Il y a étape 1, préparer la stratégie, ça c'est moi qui suis responsable. Étape 2, tournage, c'est machin qui est responsable. Étape 3, envoyer les rushs après le tournage au monteur, c'est machin qui est responsable. Étape 4, télécharger les rushs. Étape 5, monter une V0. Étape 6, l'upload sur tel outil pour faire les reviews. Étape 7, prendre en compte les retours. Étape 8, la mettre sur tel Google Drive. Étape 9, l'assistante virtuelle récupère la vidéo, la publie, par exemple. Vous pouvez décomposer par étape, et à chaque étape, la personne, elle va avoir besoin d'informations. Genre, ok, pour uploader ta vidéo sur telle plateforme, tu cliques là, tu vas sur tel lien, tu prends la vidéo, tu la drag and drop là, tu cliques là, tu fais ça. Et en fait, vous allez pouvoir juste écrire, c'est simple, hein, écrire ce qu'il faut faire sur une page Notion, par exemple, avec chaque process. Vous pouvez même faire un petit loom ou un tela, comme je suis en train de faire, qui montre clique là, machin, pour que ce soit simplissime. Et vous avez comme ça une bible des process, un playbook de votre boîte. Et quand un monteur arrive, par exemple, ou un nouveau partenaire arrive, en fait, vous n'avez pas besoin de lui réexpliquer, de faire un call avec lui pour lui montrer. Vous lui envoyez juste un lien en mode page onboarding. Salut, voilà une vidéo globale qui te présente un petit peu l'environnement de travail et là où tu pourras trouver toutes les ressources dont tu vas avoir besoin pour notre collab. Voilà, t'as tout. Et de la même manière, par exemple, moi, ce que je fais sur ma chaîne YouTube, sur les chaînes de clients, bah en fait, on pose l'identité visuelle au départ, on a un drive où la personne peut retrouver toutes les ressources, etc. Et donc, du coup, quand on onboard un nouveau monteur sur un client, c'est très simple, on a juste à lui envoyer un lien Notion où il y a une page avec marqué, il y a tout dont il a besoin pour bosser, en fait. Et ça évite les échanges WhatsApp incessants de « Ah, il me manque tel logo, tel truc, ah, c'est quoi le code d'accès à ça ?» Tout est centralisé quelque part. En fait, c'est super simple, mais si on le fait pas, c'est le bordel absolu. Et ça, c'est une tâche à haute valeur ajoutée de build, de le faire, de construction, parce que c'est ça qui va permettre en fait, d'être systématique et de ne pas se faire spammer sur WhatsApp toute la journée. Et moi, j'ai fait l'erreur de ne pas le faire au début. Et j'en avais parlé dans une vidéo où du coup, tu es surchargé, tu travailles H24, tu perds ton temps à faire des petites tâches qui servent à rien. Et c'est pas huilé, en fait. Donc, voilà. Et après, process de délivrer systématisé pour les clients. Ça veut dire que vous connaissez le narratif pour chaque client. Vous savez un peu c'est quoi les étapes du delivery pour que l'expérience soit bonne. Et typiquement, ça peut être genre, ok, au début, on va faire un audit de ton truc, on va te proposer une stratégie, puis on va tourner. Bon, là, je suis en mode filmmaking, mais vous avez compris, si vous n'êtes pas dans le filmmaking, ça marche aussi. C'est genre noter toutes les grandes étapes. Et puis, ce que je vous suggère de faire, moi aussi, c'est de mettre un point tous les mois avec votre client, récurrent, tous les mois, où on a un point mensuel, on va te faire un bilan de ce qui a été fait le mois dernier, on va te faire une prévisionnelle de ce qu'on va faire le mois prochain, et on va prendre le pouls de, ok, est-ce que il y a des choses qu'il faut qu'on améliore dans la collab, est-ce qu'il y a des points de friction, est-ce qu'il y a des trucs... voilà. En gros, c'est petites prises de contact, parce que ça, sinon, en fait, vous n'allez pas prendre le temps de le faire. Enfin, moi, je prenais pas le temps de le faire avant, et du coup, ça laisse des petits points de friction, des petits trucs non résolus, qui traînent, qui grossissent et qui font de la merde, alors qu'en fait, avec un contact régulier, tout le monde est OK, vous sortez ça de la tête, c'est dans l'agenda, il n'y a plus besoin d'y penser, c'est en récurrent. Et en fait, c'est voilà, comment vous construisez des systèmes où vous n'avez plus besoin de réfléchir. C'est juste ça. Parce que quand vous devez réinventer la roue à chaque projet, en fait, il y a de la dissipation d'énergie pour de la merde, quoi. Alors que là, tout fluide, nickel. On est totalement à la cool. Et dashboard client clair, pareil, pour l'expérience client, je vous recommande d'avoir une page, mais ça je pense que vous avez peut-être déjà, mais une page, un dashboard clair où la personne retrouve ses livrables, machin, les étapes, où tout est noté, des traces écrites. Voilà, moi je prône beaucoup la trace écrite, comme ça vous sortez ça du cerveau et vous allez au parc Astérix avec vos copains sans avoir à réfléchir à plein de trucs en arrière-plan. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager là-dessus. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que vous faites une fois que c'est bien cool, là vous venez de voir cette vidéo-là, il y a des trucs qui vous ont peut-être parlé, peut-être qu'il y en a où vous voyez moins le truc, peut-être que vous ne voyez pas trop comment tout appliquer. Si vous voulez de l'aide, encore une fois, j'ai lancé un accompagnement pour les freelances qui veulent utiliser YouTube pour devenir des experts reconnus, pour augmenter leur CA, leur marge, et puis aller du coup regagner du temps libre aussi, casser le plafond de verre. Si vous voulez de l'aide, prenez un call avec moi, on auditera votre stratégie, on auditera ce que vous faites ensemble. Je vous donnerai des recos et puis si ça fait sens, je vous parlerai de l'accompagnement pour aller plus loin. Si ça fait sens, je vous en parlerai pas. Il y a 5 places, il en reste que 3, donc traînez pas trop. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le but, ça va être d'attirer des clients sur commande qui vous connaissent,
Ils arriveront dans vos calls, ils vous connaîtront déjà, ils ont déjà reçu de la valeur, donc même si vous n'êtes pas si bon que ça en vente, ça, vous en faites pas, ça va le faire. Ça va être chill. Vous pourrez leur apporter plus de valeur grâce à de l'expertise forte. Vous pourrez facturer plus cher vos services, avoir du coup des plus fortes marges et inviter votre maman au restaurant en totale détente. Et vous pourrez déléguer les parties que vous n'avez pas envie de faire. Et puis vous retrouver avec un taf que vous aimez, gagner bien votre vie et ce sera cool. Ce sera très cool. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien transmettre. C'est un kiff pour moi de faire ces vidéos-là, honnêtement. Et puis, parce que moi, j'ai trop de demandes sur mon agence YouTube. Euh, je suis à un niveau où je suis satisfait avec elle. Elle me rapporte pas mal de marge tous les mois, des projets cool. Je peux m'amuser avec des clients premium. Par exemple, la semaine prochaine, on part à Dubaï pour faire des vidéos avec Julien Musier, David Laroche. Ça va être très cool. Et c'est un kiff. Mais par contre, j'ai plus assez de bande passante pour prendre beaucoup de nouveaux clients. Donc j'ai aussi un enjeu à former des gens qui sont chauds en YouTube. Et si vous êtes freelance créatif, que vous devenez super bon avec YouTube et tout, vous pourrez potentiellement devenir expert YouTube partenaire. Et donc on pourra vous placer chez des prochains clients, ou plutôt vous faire des passes D chez d'anciens clients. Et ça sera cool. Voilà pourquoi je fais ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un feedback sur ce genre de vidéo-là. Là, donc c'est voilà, format brut, machin. Je teste un petit peu aussi de parler aussi un peu plus aux freelances, etc. Mais je ne sais pas trop en fait dans l'audience si c'est plus des freelances ou des gens qui vendent de l'accompagnement. Donc, curieux de savoir, d'avoir votre retour là-dessus. N'hésitez pas à prendre le call avec moi si vous êtes chaud. Et puis nous, on se dit à très vite pour une next vidéo. C'était Baptiste. Ciao.